Mama Khadija Bay Masajono Masajono Masajono. L'organisation interne des anciennes maisons, c'était toujours autour d'une cour intérieure, patio ou bien d'une galerie. Parce que très souvent, pour les Européens qui venaient à l'époque avec cette chaleur que ça faisait, donc il y avait une certaine technicité pour la construction des bâtiments, avec l'épaisseur des murs qui faisaient presque 60 cm d'épaisseur. Et vous savez que tous les bâtiments presque ont été construits avec des briques rouges qui nous venaient de Toulouse. Et les briques aussi, ça venait de Marseille ou bien de Sifour. Et très souvent aussi, vous constatez qu'au-dessus des portes ou bien des fenêtres, c'était avec les arcades. Parce que très souvent dans ces maisons, on n'utilisait pas beaucoup de fer. Et avec ces arcades, ça permettait une certaine répartition des forces au niveau des bâtiments. Et donc, ces maisons appartenaient très souvent à ces négociants qui étaient là, mais par la suite des signards. Et ce mot signard, vous avez vu au fond imagé là-bas, les signards, ce mot vient du mot seignorat. Parce que les premiers contacts, comme vous disiez, c'était avec les Portugais. Mais au début, c'était des contacts assez difficiles. Mais c'était la deuxième phase qui était plus importante parce que là, ils avaient besoin d'esclaves afin de pouvoir rester plus temps en Afrique. Et donc, pour pouvoir s'y monter, très souvent, les conditions assez difficiles qu'ils allaient vivre en Afrique, la seule solution, c'était d'avoir ces femmes noires. Malgré les recommandations drastiques, les interdisant de ne pas se marier avec ces derniers, ils ne pouvaient pas faire autrement parce que ces Européens qui venaient en Afrique ne venaient jamais avec leurs femmes, vu les conditions climatiques, parce qu'à l'époque, c'était des marécages, des maladies tropicales et autres, donc c'était quand même assez compliqué. Si vous avez une calèche, donc c'est une calèche donc, qui date de très très longtemps, d'anciens modèles, utilisés autrefois à Saint-Louis par les blancs, mais qui les blancs? Leurs épouses, les femmes, on les appelait les signards. Donc c'est un objet de musée qui a une histoire typiquement liée à la ville de Saint-Louis, à la ville de Gorée. Aller dans toutes les cérémonies, à l'église, dans les baptêmes, dans les sabbats, etc., pour se promener. Donc, voici le moyen de locomotion dont disposaient les signards. C'était ça la vie à Saint-Louis et à Gorée. Les signards, c'était des femmes qui étaient très très belles, qui se considéraient comme étant des femmes super riches, super belles, super intelligentes. Donc, elles se promenaient à 17h, elles quittaient la pointe nord pour se rendre à la pointe sud. Elles se promenaient à partir de 17h quand les rayons du soleil commençaient à se coucher parce qu'elles ne voulaient pas être en contact donc avec les rayons du soleil. La conservation de ces objets, pourquoi en faire? Pour permettre aux générations actuelles d'abord, parce que c'est nous, pour permettre aux générations actuelles et futures de pouvoir, on fait la conservation pour favoriser la conversation. On fait de la conservation pour favoriser la conservation, la conversation entre les générations. Vous êtes acteurs du tourisme. Nous sommes acteurs du patrimoine. Et vous êtes sans ignorer que le tourisme a une intervention dans la chose patrimoniale. Vous serez appelé un jour à gérer des institutions patrimoniales. Ou bien vous allez participer à l'animation de ces institutions patrimoniales. Parmi ces institutions patrimoniales, le musée en est un. Donc dès à présent, apprenez à vous familiariser avec ces institutions. Donc dans un musée, pas de définition toute faite. Principalement, ce qu'on trouve dans un musée, c'est des collections d'objets. C'est quoi ces objets? La mission du musée, vous avez dit que c'est pour collecter des objets pour permettre aux générations actuelles et futures de converser. Maintenant, qu'est-ce qu'on va garder? Qu'est-ce qui va permettre ce dialogue entre ces générations? Je suis dans un musée, qu'est-ce que je vais trouver dans le musée? Des objets. D'où viennent ces objets? Ça devient intéressant. Génération actuelle et future, n'est-ce pas? Génération actuelle et future. Nous sommes la génération actuelle, nous sommes dans un musée, il y a des objets ici. Nous sommes actuels, nous sommes à la rencontre de ces objets, mais ces objets, d'où est-ce qu'ils viennent? Merci beaucoup. Ce sont des objets qui sont anciens, qui appartiennent à qui? Aux générations anciennes.
Mais ils nous ont légué ces objets. Il faut nous léguer. Nous faisons de la conservation. Et la conservation, c'est quoi? Imaginez-vous, tout à l'heure, on a parlé de l'ouvrage le plus ancien du centre, qui a été édité en 1546. Imaginez un ouvrage qui a été édité depuis 1546, qui existe toujours jusqu'en 2017. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un travail de conservation qui a été réalisé pendant tout ce temps. Et notre temps d'intervention sur les objets, sur les collections, ne peut pas dépasser 30 ans. D'où l'importance de se conscientiser sur l'aspect conservation. Maintenant, à vous de réfléchir sur comment est-ce que, ne me donnez pas de réponse, comment est-ce que vous devez participer à l'animation et à la conservation de ces objets pour permettre aux générations actuelles et futures de converser. Donc, cela a commencé ce qu'on appelle le mariage à la mode du pays. Et donc, de ce mariage sont nées ces fameuses signards qui constituaient d'ailleurs une nouvelle classe sociale, mais c'est des femmes qui gardaient par contre jalousement leur culture, leur tradition. Et on les voyait toujours habillées à la tradition, comme vous avez l'habitude de les voir, avec les grands boubous, les mouchoirs de tête en forme de cône. Et c'est des filles aussi qui se paraient de bijoux. Et c'est pourquoi d'ailleurs on disait qu'à l'époque, couverte d'or n'était pas du tout une image tellement ils en avaient. Et là, ça faisait beaucoup travailler l'artisanat ici à Saint-Louis. Et c'est pourquoi d'ailleurs, si vous lisez les anciens manuscrits, on vous parle de bâtiment, de petites industries, mais en fait, c'était tous ces artisans qui travaillaient pour ces filles. Et puis, c'était des filles qui étaient très riches, parce qu'en général, quand le papa quittait, ils étaient jeunes, ils laissaient de l'argent à la maman pour qu'ils puissent les en tenir. Et quand c'était des jeunes filles, avec le nombre de mariages qu'elles pouvaient faire, parce que chaque fois qu'un bateau arrivait, elles pouvaient se marier. Le temps que celui-ci reste 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais il ne restait pas au-delà de ça. Parce que là-bas, à la place, donc, Fédère, c'est là-bas, à 17h, où tous les Saint-Louisiens se retrouvaient pour parler de politique, de culture, des faits de société, donc de tous les problèmes en tout cas de la vie. Donc c'est là-bas que les gens se retrouvaient, discuter, dialoguer. Bon, là, les gens, c'est là qu'est né le concept de Takussan. Donc les signards également, à partir de 17h, donc quittaient leur maison pour se promener à travers la ville. Surtout dans une entité, les éléments de définition que vous aviez dans votre définition ne vont pas se retrouver dans l'entité où vous vous retrouvez. La meilleure manière de se faire des définitions, c'est à travers la pratique. Vous allez au contact des choses. Je ne sais pas faire du tourisme. Mais au moins, je sais que le tourisme, c'est pour faire, disons, la promotion, disons, la découverte, voilà, comme le Sénégal, voilà, tout ça. Par exemple, on va faire la promotion de la découverte du Sénégal. Pour quelqu'un qui n'a jamais été au Sénégal, il vient au Sénégal, qu'est-ce qui va l'intéresser? Découvrir des choses qu'il ne connaissait pas, qui, effectivement, mais qui existent ici. Et parmi ces choses, nous avons la culture. Nous avons la culture. N'est-ce pas? Donc vous êtes des patrimoniteurs. C'est un mot que nous avons créé, c'est une promotion qu'on a créée. Des patrimoniteurs. Des moniteurs du patrimoine. J'ai fait exprès juste d'avoir ces échanges parce que je ne voudrais pas qu'au sortir de cette visite, que vous partiez sans au moins avoir fixé des choses par rapport à la définition des notions muséales. Et la mission principale des professionnels du musée, c'est la conservation. Conservation. Quoi conserver? Ces objets qui nous ont été, depuis les générations passées, nous, générations actuelles, nous les conservons pour permettre à ce que les générations futures puissent en bénéficier. En résumé, c'était ça. Vous avez l'impression que son petit, mais dès que vous entrez, vous voyez l'immensité de ces bâtiments. C'est une très très grande maison. Voilà, donc ça vous donne une idée parce qu'il y en a beaucoup donc, qui sont réhabilités. Et là, ça fait partie des premières maisons qu'on a eu à réhabiliter à Saint-Louis. Parce que si on vous avait montré les anciennes photos de ces maisons, vous n'avez pas pouvoir qu'on peut faire cette réalisation. Mais actuellement, vous voyez, beaucoup de bâtiments sont ciblés. Comme je vous disais, il y a l'UNESCO. Et avec cette reconnaissance comme patrimoine aussi, ça a permis
à certaines associations, même extérieures, qui parfois rénovent des bâtiments. Et aussi, on a un grand projet avec l'Agence française de développement, l'État du Sénégal et la commune de Saint-Louis, où il y a 135 unités qui sont actuellement ciblées, que ce soit public ou privé. Donc, on va réhabiliter. De telle sorte que les gens puissent connaître l'histoire de l'archéologie à Saint-Louis, comment et qui vivait dans ces différentes structures architecturales. Les seigneurs vivaient dans des maisons en balcon, par exemple, nos grands-mères dans des maisons en paille, en case, en bois, recouvertes de tuiles, etc., etc. Donc il y avait une différence. Raison pour laquelle donc, on a des images, ou bien parfois des objets donc, qui sont là, conservés, pour qu'on puisse en tout cas retracer un peu l'histoire du Sénégal, l'histoire donc de la colonisation, l'histoire de nos grands-pères, l'histoire donc du colon, du colonisateur, comment donc la différence donc, qui existait entre la bourgeoisie et ceux. Le jour 2, nous sommes allés à Mbahana. Mbahana, c'est un village à caractère de site touristique. Alors, où nous avons rencontré Alassane Fall, qui également a fait le tour de cette localité touristique en nous expliquant alors l'historique de Mbahana. Mbahana parce que simplement, il y a une dune de sable d'une élévation environ de 2 mètres, et cette dune de sable est artificielle, n'est pas naturelle, parce que simplement, ce sont les soldats français et à la fois sénégalais qui, pour pouvoir superviser le fleuve, à partir de leur képi, sont parvenus, ou de leur casque, sont parvenus à créer ce monde artificiel qui leur permettait alors de pouvoir superviser le fleuve et de pouvoir apercevoir les navires qui venaient. C'est pour cela vraiment, c'est une localité touristique quand même aussi qui a un autre caractère, parce que il faut savoir qu'il y a une base à eau, juste l'eau qui est là-bas. Ça constitue un ancien site des anciennes usines à vapeur qui alimentaient Saint-Louis en eau douce. Bon, le pourquoi, il fut dans les années 1860-1870 une étude élaborée par Faidherbe qui était gouverneur ici à Saint-Louis. Bon, c'est un projet qui a finalement abouti avec Bruyère de Lille en 1880, date à laquelle la construction de la première usine avons ici à droite. Bon, mais vu la capacité d'eau à l'époque que cette dernière envoyait au niveau de Saint-Louis, dont les 1500, ce qui était insuffisant, cause pour laquelle en 1899, les techniciens ont dû se pencher sur l'étude d'une deuxième usine plus moderne et plus puissante en construisant celle-ci à partir de 1900. Et en 1904, elle était fonctionnelle en faisant 2500 m3 par jour. Alors depuis 1904, ce déficit en eau est comblé et les usines à vapeur ont fonctionné jusqu'à la veille de l'indépendance, relayées par des pompes diesel. Jusqu'en 1963, c'était l'arrêt définitif des usines ici au niveau de Mbahana. Bon. Depuis 1963, alors le site est abandonné. Il a fallu dans les années 1999, à une certaine période de la démolition du site par des brocanteurs, parce que certains anciens qui étaient ici au site avaient vendu le ferraille à des brocanteurs. Nous, villageois, nous nous sommes opposés. Et à une certaine période de la démolition, le chef de village, avec l'appui de certaines autorités administratives, nous avons pu avoir gain de cause. Et c'est depuis 1999 que c'est classé comme patrimoine national et même au niveau de l'UNESCO. Bon, il y a un projet de restauration en ce qui concerne ce site. Alors, l'étude du cahier de charge de la restauration est déjà finie.
vous savez, avec le CRDS au niveau de Saint-Louis. Ils attendent la fin de la restauration de l'ancienne assemblée territoriale de Saint-Louis, qui est le Rognan Nord et le Rognan Sud. Et après, ils disent que c'est autour de Mahana. Mais nous, villageois, nous sommes constitués en association pour œuvrer dans le domaine du tourisme local afin de pouvoir générer des fonds pour pouvoir aussi autofinancer les autres projets du village. Parce que c'est un village quand même constitué d'agriculteurs et d'éleveurs. Nous avons notre cuvette risicole pour les hommes et le périmètre maraîcher pour les femmes. Alors nous, depuis 1999, nous avons monté notre association dénommée Cap sur Tundumahana qui s'occupe de tout ce qui est tourisme au niveau du village. Et les fonds générés sont autofinancés au niveau de l'école primaire, au niveau de l'agriculture et du dispensaire aussi. Nous sommes allés le même jour au parc de Djoudj, où nous avons rencontré le commandant Ibrahima Gueye, qui nous a mis en relation avec un de ses agents, qui nous a présenté à partir d'un tableau alors la visite que nous devions faire alors au parc en catégorie ou espèce d'oiseaux, espèces de canards, et avec des chiffres à l'appui environ recensés alors chaque saison touristique. À la découverte de ces explications, et là, nous avons emprunté une pirogue pour aller entrer vraiment en relation visuelle avec les oiseaux. Alors, quand même des recommandations ont été formulées à l'endroit du commandant, du moment que c'est un parc qui est visité régulièrement et avec des nombres importants, il serait important du point de vue sécurité de mettre en place ou à la disposition des visiteurs des gilets de sauvetage, quelle que soit la hauteur de l'eau. La gestion de l'écosystème est fondée sur les exigences des espèces qui fréquentent le milieu. Ce n'est pas seulement les oiseaux migrateurs. Il y a des oiseaux résidents, des oiseaux qu'on appelle afrotropicaux, qui circulent à l'intérieur du Sénégal ou à l'intérieur du continent africain, qui sont différents un peu de par le classement des oiseaux qu'on appelle migrateurs qui nous viennent de l'Europe ou d'une partie de l'Asie. Donc, en gérant les habitats du parc, on tient compte des exigences de chaque espèce d'oiseau, pas uniquement des oiseaux migrateurs. Si on tient compte du fait que peut-être 60 à 70% des effectifs qui fréquentent le parc sont constitués de migrateurs, on s'arrête sur justement leurs exigences, à savoir, il y a 3 facteurs qui sont importants. Il y a d'abord l'eau, parce qu'on parle ici, c'est un delta du fleuve Sénégal. Il y a d'abord l'eau, qui est le premier facteur, sans quoi vous ne verrez pas autant d'oiseaux. Ensuite, il y a la nourriture et enfin, il y a la quiétude. Unique seulement ici, ça s'étend dans beaucoup d'endroits. Dans toute cette zone-là où il y a le fleuve Sénégal et où il y a de l'eau douce, je crois que ces plantes aquatiques trouvent les conditions réunies pour proliférer. Et depuis 1988, on se bat pour lutter contre ces végétaux aquatiques. Mais il n'y a pas de solution adéquate. Parce que le problème du TIFA, vous allez vous en rendre compte, tout ça c'est les TIFA. Donc c'est peuplement dense que vous voyez ce qu'on appelle les TIFA. Donc c'est des roseaux qui se développent dans des milieux pratiquement où il y a de l'eau. Donc de l'eau douce. Donc ces plantes trouvent les conditions réunies pour se développer. Gérez votre espace. Donc vous faites de telle sorte qu'il y a de l'eau dans l'espace,
Ça, c'est la mise en eau, comme qu'il a expliqué. Vous faites de telle sorte qu'il y ait de la nourriture. Les migrateurs, en général, c'est des canards, pour la plus grande partie, des canards sauvages. Qu'est-ce qu'ils mangent? En général, ils mangent des graines et quelques micro-organismes qui sont enfuis dans la vase. Pour avoir des graines, il y a une certaine façon de gérer l'eau. Quand vous mettez en eau avec de grands courants, vous n'avez pas de nénuphar. Et quand vous n'avez pas de nénuphar, plus tard dans la saison, à partir de décembre, janvier, février, vous n'avez pas de graines pour l'alimentation des canards. Donc vous voyez, vous régulez le courant de telle sorte que le nénuphar, le tapis de nénuphar se développe assez bien. Vous faites de telle sorte que aussi les graminées qui poussent, les autres, parce que le nénuphar n'est pas une graminée, les graminées qui poussent et quelques cyperacées qui poussent, faites de telle sorte de ne pas les inonder avant la phase terminale qui est la production de fleurs et ensuite de graines. Quand vous faites ça, donc vous avez suffisamment de graines pour nourrir vos oiseaux. Donc c'est à peu près comme ça. C'est le fleuve Sénégal qui fait de frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc ce qu'on appelle la rive droite, c'est la Mauritanie. C'est comme ça qu'on appelle l'appellation. Et la rive gauche, c'est le Sénégal. C'est important. On a donc aussi quelques villages. Hein. Donc le parc a été créé en son nom, c'est important de vous le rappeler. Le monde mondial de l'UNESCO depuis 1981. Ceux qui sont curieux, qui lisent un peu. Hein. Voilà. Donc, zone humide d'importance internationale, les jeunes. Vous avez vu des images à la télévision plusieurs fois. Vous avez vu des oiseaux voler. C'est ce paradis-là. C'est ce sanctuaire d'oiseaux. Vous avez l'habitude de voir à la télévision. Donc, c'est important. Donc, ici, on a un certain nombre de... Il y a un personnel qui est là, qui gère le parc. C'est un parc national. C'est important. Parce que s'il n'y a pas de gens qui gèrent ce parc, il risque de disparaître un jour, c'est important. Tout ce qu'on a ici comme animaux, il faut les protéger. C'est important. Il y a une vingtaine d'agents qui sont là, qui s'occupent de la conservation. C'est important. Donc il y a différents postes, il y a des endroits où on a des gens qui sont là, qui surveillent, qui contrôlent. C'est important. Donc d'avoir des gens qui sont là et qui s'occupent de la conservation. C'est important. Donc... voilà, comme je vous ai dit, donc créé en 1911, avant la création du parc en 1911, il y avait aussi des villages ici. Il y a le braconnière encore. Les villages que je vous le disais tout à l'heure, qui ne sont pas loin d'ici, c'est les villages que nous habitons. Les braconniers, c'est des pêcheurs que quand ils font la pêche, ils peuvent attendre jusqu'à la nuit, ils rentrent. Mais ils ont des problèmes souvent. Ils ont des problèmes. Si le parc a fait patrouille, on l'attrape des braconniers, il le ramène là-bas, donc il paie des amendes. C'est un îlot de reproduction où le pélican se reproduit sur un îlot. Avant c'était naturel, maintenant il devient artificiel. C'est pourquoi dès le mois d'octobre, il y a un festival d'oiseaux qui arrive. C'est l'appel de la migration et le mois de mai c'est le retour. Ici, les petits sont posés par terre, les œufs sont posés par terre. Et la couvaison faite par la mâle et la femelle, c'est la parité. Chacun son tour de rôle. Les pélicans peuvent pondre 2 œufs et une seule fois par an. Il y a 2 œufs et une seule fois par an. C'est pourquoi ici, il y a 5000 bébés qui naissent et 7000 couples nicheuses. Les petits sont noirs, mais ils ne reconnaissent pas leurs parents. C'est les parents qui les reconnaissent par des cris et des odeurs. Donc actuellement, ils sont là. Le mois de octobre, ils viennent ici et le mois de mai, c'est la migration. Ils vont partir en Europe, où il y a certaines espèces qui restent en Afrique. Mais les pélicans ne peuvent pas aller en Europe parce que le poids est très lourd. Ils restent en Afrique. Actuellement, ils sont entraînés par l'eau parce que les chacals peuvent avoir l'accès sur l'eau et le chacal, c'est un grand prédateur. S'ils sont entraînés par l'eau, les chacals ne peuvent pas avoir l'accès. Mais le mois d'avril, l'eau commence à baisser, les chacals peuvent avoir l'accès et les chacals nettoient. Et derrière, ils sont en formation accélérée. Il y a des petits déjà qui sont en formation accélérée. Ils sont déjà en classe. Ils sont avec les parents parce qu'ils ne reconnaissent pas la nourriture, c'est-à-dire comment s'alimenter
ils accompagnent les parents pour les former comment nourrir et comment voler. Et là, les pélicans blancs, un espèce typiquement africain qui reste en Afrique. Et le mois de mai, vous allez voir jusqu'à Delta du Saloum, jusqu'à Gambie, jusqu'à les pays limitrophes, c'est les pays profonds, la migration. Leur pêche de ces espèces-là, ça dépend avec si l'hélice du moteur, ça rumine l'eau, les tout petits poissons flottent, ça pique. Ils pêchent toujours comme ça. C'est ce qu'on appelle les oiseaux picords. Ils s'appellent Guifet Moustak, c'est la famille des sternes. Il y en a beaucoup de façons externes. Il y a externe le coptère, externe kojek, externe caspienne. Il y en a beaucoup. Mais ça, c'est ce qu'on appelle Guifet Moustak, c'est la même famille. La grande colonie de ces externes-là, on les trouve en Tanzanie, Kenya. Celui-là, il fait sa migration. Chaque espèce a son lieu que tu fréquentes. Et donc, devant la poitrine, on dit c'est marron, c'est à cause de la boue. Mais actuellement, le mois de mai, ils vont changer de couleur. Et là, actuellement, vous voyez quelque chose, je vais vous dire tout de suite, c'est le nichoir des pélicans. Les pélicans restent en couple. Ils restent en couple pendant 1 an. Et ça change de couple. C'est-à-dire, le pélican reste en couple pour 1 an. Et dès qu'il vient par saison, il se change de saison. Tout à l'heure, j'explique quelque chose, qu'ils n'ont pas atteint une natation, que les petits, ils quittent là avec leurs parents. Au retour, le mois d'octobre prochain, ils vont chercher un autre couple. Ils vont s'accoupler encore. Parce qu'ils vont chercher la femelle, va chercher le mâle, et la mâle va chercher la femelle. Le troisième jour, nous avons eu à visiter le fort du baron Roger, qui se trouve à Richard-Toll, où nous avons rencontré également un jeune guide, quand même autodidacte, mais quand même qui a une bonne appropriation de l'histoire de ce fort du baron Roger. Ce qu'il y a à noter par rapport au fort du baron Roger, il y a pratiquement les mêmes comportements que les Français qui étaient à Saint-Louis. Du point de vue organisation de la cour du baron. Alors, ce que je veux dire par là, on rencontre également là-bas des mulâtres et des signants. Parce que le mulâtre, c'est celui qui est le fils alors d'un Touba et d'une Sénégalaise. Et si c'est une fille, on l'appelle Signan. Et cette même situation qui existait à Saint-Louis existait aussi au fort du baron Roger. C'est la raison pour laquelle le baron avait même 2 enfants. Et quand il rentrait sur la France, il avait amené le fils aîné. Et la fille était restée alors au fort. benn raison moo taxoon mu fondé Fourie bi mooy dafa ñëw si pays bi village bi naan Richard-Toll fii village bi nga xam si dafa tuddoon Njuuko non dëkk bi Njuuko la woon daana l'époque ba baron demee Richard dafa ñëw te ba Richard ñëwee fii la nekk Richard moom bu ñu demee tey ba Richard-Toll mel nii joué na si lu bëri ndax bu mu ñëwee fii xam nga sunu papa yi tamit dañu bañ ak sunu maam yi dañu bañoon ni ko xees ndax du subir ñu ni ko comme yow ñëw nga fii nii kon nekkoo ku nu yaatal daal mun leen man loolu indi woon ko am ngeen teer bàyyi ma jàppale leen moo wan leen nu ñuy bayee ñu bay sunu maam yi bu naan dem ñu leen dem changer Richard ñoo leen dem toolu Richard ya loolu la ñu wax ñu leen dem toolu Richard ndax danaan am ay raisin dana am ay mboq dana am lu ñuy dundee yëpp mu woon foofu ndax moom moo leen wanoon loolu muy jàppale gars yi si mbay mi di leen wan lépp te doo jënd dara daal te ba pare jàppale si doole boppam ba mu demee nag ba mu nekk fi ay année yu bëree lu mel na ay commencé fi yàgg ba nga xam ne namm na ay famille mun leen day dem waaye ni ko ku mel na yow nan nga ni defalee lu mel nii naan da ngay jóg di dem sa yoon di ñibbiwaat mun leen man namm naa sama famille te bëgg naa delluwaat France te léegi instant bi wan naa leen li ngeen war def yëpp ba léegi kenn mënutu leen jàngal na ñuy bàyyee ak affaire yooyu kërëb kon nag demal leen seen bopp si la gars yi ni que nag amuñu xaalis
amuñu benn richesse waaye am na suñu dignité ak suñu ngor turu dëkk bii ni naan Richard Toll Njuukug la tuddoon mu ni danañu jël tur bi Njuukug tuddee la ko yow Richard loolu indi Richard Toll. Au 4e jour, nous avons eu à faire Podor, où nous avons visité le port de Podor. Et là-bas, la particularité est que toutes les maisons bien construites étaient en face du fleuve. Et vous savez que dans l'histoire du Sénégal, ce fleuve a joué un rôle important dans l'époque coloniale. Donc, pas grande activité, sinon de petits pêcheurs qui s'activaient alors pour trouver alors quelque chose. Nous avons eu alors nous avons voulu faire les mosquées omariennes, mais ce n'était pas si facile parce que simplement les routes étaient chaotiques. Ce qui a fait qu'on n'a pas pu aller en profondeur, il y avait que les routes étaient chaotiques. Ensuite, le bus était très long au point que nous ne pouvions pas alors passer dans certaines pistes, et raison pour laquelle nous sommes retournés. Alors à Podor. Et le lendemain, alors nous avions pris cap sur Saint-Louis pour boucler le circuit. Et sur Saint-Louis, nous avons été reçus vraiment par le gouverneur qui nous a bien accueillis, qui nous a expliqué plein de choses par rapport au palais et les projets de restauration. Le président de la République a instruit l'architecte du palais de reprendre donc cet espace-là, de le réhabiliter pour que les gens puissent le visiter, puisque l'histoire serait incomplète si ce pan n'était pas connu. Donc, certainement, peut-être avant l'année prochaine, on pourra peut-être réhabiliter cet espace. Donc, vous puissiez savoir également que ça a été un conseil colonial. C'est là où les grandes décisions concernant la Mauritanie, le Sénégal indépendant, le transfert de la capitale, donc se prenaient. La gouvernance, c'est la trame orthogonale du plan d'architecture de l'île. Ce qui fait l'historicité de Saint-Louis, c'est l'île, avec sa partie nord et sa partie sud. Cette gouvernance-là, donc, est la trame orthogonale. On a la partie nord et la partie sud. Et l'historicité de Saint-Louis, c'est l'école Graciani, juste à la descente du pont. C'est la gouvernance, c'est les deux rognards et la plate fédérale. Je pilote un projet qu'on appelle le projet de développement touristique de Saint-Louis et de sa région, de 16 milliards de l'AFD. Je suis le président du comité de pilotage. Et dans les composantes du projet, nous avons une composante réhabilitation du patrimoine public et privé. Dans cette composante patrimoine public et privé, nous avons 3 milliards. On a des difficultés parce que certains sont dans une indivision, certains sont dans le cadre des biens vacants. Et nous avons pu donner des propositions au Premier ministre, à défaut de pouvoir absorber toute l'enveloppe, qu'on fasse une réallocation de ressources pour le compte de la gouvernance. Et je crois savoir qu'on peut avoir là-bas peut-être 1 milliard. On va reprendre carrément la gouvernance. Il y a un mécène également de Saint-Louis qui veut participer pour 1 milliard dans la restauration du patrimoine historique de Saint-Louis. Et je pense qu'il est retenu que la gouvernance donc, soit réhabilitée. Donc voilà, parce que quand même ça fait partie de notre histoire ancienne, de notre histoire partagée et de notre histoire également présente. Donc la place fédérale sera reconfigurée dans le cadre de ce projet que je veux dire, en place piétonne, où se rencontrera les acteurs culturels, les acteurs du tourisme, pour vendre davantage Saint-Louis qui est une place touristique. Donc voilà ce qui cette gouvernance représente donc pour Saint-Louis et pour le Grand Pôle. Nous avons travaillé également à accompagner le ministre Marito pour l'installation de l'ISEP de Richard Toll. Je pense que maintenant les assiettes foncières sont carrément trouvées. Nous encourageons également le directeur qui coordonne également donc, les ISEP du Sénégal, parce qu'il en était le premier directeur. Donc, raison pour laquelle nous souhaitons beaucoup de succès donc, dans sa mission. Et puis vous encourage également à persévérer. Merci. Vous les étudiantes et les apprenants également. Vous n'avez un seul droit. Moi je ne suis pas contre cette histoire de droit.
Tant qu'on est jeune, on a un seul droit, une obligation. C'est le droit ou l'obligation d'apprendre et de réussir. Les autres droits viendront après. Hein? Les autres encore jeunes prennent le temps d'apprendre et de réussir. Et puis c'est tout. Ce que vous voyez là en bleu, ça c'est l'océan Atlantique, c'est la mer. Tout ce que vous voyez en bleu, c'est l'océan Atlantique, c'est la mer. Et cette petite bande blanche là que vous voyez, c'est une zone donc de plage. C'est la plage. En bleu clair, c'est une partie donc du fleuve Sénégal. Donc vous voyez donc les limites là en pointillé que vous voyez en vert, c'est ça donc les limites du parc national de Langue de Barbarie. Donc vous comprenez que il y a 3 parties qui composent donc ce parc. Il y a une partie maritime en bleu, une zone donc de plage et une partie donc du fleuve Sénégal. Et un peu au-delà, on a donc les zones de terroir, donc les villages. Donc actuellement, nous tous, nous sommes là. Nous tous, nous sommes donc au niveau donc, des zones de terroir. Donc les limites donc, du parc s'étendent donc de pilote. Vous avez vu en entrant à Tassinière, donc une grande tour que vous avez vu peut-être. Donc c'est ça. Donc les limites s'étendent de là-bas, donc des phares donc, de pilote, jusqu'à Niayen. Donc pour une superficie donc, de 2000 hectares. Donc le parc a été créé depuis 1976. Et l'objectif donc de sa création était donc d'apporter une protection aux tortues marines qui avaient l'habitude donc de se reproduire ici, au niveau donc de la zone donc de plage. Mais aussi d'apporter donc une protection très rapprochée de l'îlot aux oiseaux qui se trouve au niveau donc du fleuve. Le circuit est d'une importance capitale parce que étant enregistré, étant inscrit dans le cadre pédagogique de la filière de loisirs. Nous avons une unité d'enseignement-apprentissage qui s'appelle unité de guidage. Et selon les méthodes d'enseignement que nous avons à l'ISEP, approche par compétence, on alloue à cette unité d'enseignement-apprentissage alors 20 heures de guidage, de théorie du guidage et 40 heures d'activité pratique sur le terrain. C'est la raison pour laquelle cette activité alors revêt une importance aussi capitale. Et l'autre aspect également, c'est de permettre aux apprenants qui sont les intéressés principaux alors à découvrir le Sénégal, à pouvoir, au sortir de cette activité, avoir une idée de comment s'organise un circuit depuis la conception, la préparation, l'organisation et la mise en œuvre. Vous savez, moi, ma mission était un peu particulière par rapport aux enseignants qui avaient, eux, une particularité pédagogique. Alors moi, je devais gérer un peu le côté, comment dirais-je, surveillance et le côté comportement au niveau des apprenants, n'est-ce pas? Alors donc, c'était de mon devoir de jouer le rôle de père, de jouer le rôle de quelqu'un qui est là, pas en tant que gendarme, mais quelqu'un qui est là pour veiller, n'est-ce pas, sur le comportement des enfants, d'apporter des fois des correctifs. Et au départ, donc les enseignants que sont M. Khan et M. Ba et moi-même, nous avons eu à tenir un langage, n'est-ce pas, très, très franc pour orienter un peu les apprenants et leur dire notre objectif par rapport à ce qu'on attend d'eux. Et je pense, Dieu merci, ils ont très bien compris. Depuis que nous avons quitté Thiès, en passant par Saint-Louis, Richard Toll jusqu'à Podor et même jusqu'au retour, avec le même circuit, quand même vraiment nous n'avons noté aucun débordement par rapport à leur comportement. Maintenant, effectivement, les fonds, comme je l'ai dit tantôt aussi, ont été utilisés à bonne séance parce que ça servait à l'hébergement et aussi à la restauration particulièrement, mais aussi la prise en charge des personnes qu'on devait trouver sur place au niveau de certains sites. Quand je prends par exemple
l'exemple du cas de Djoudj. Donc là-bas, il y avait des frais à faire parce que on devait faire une balade en pirogue. Et là, il fallait payer donc cette balade. Et au cours de ce circuit, on a eu à visiter les différentes facettes du patrimoine culturel du Sénégal, que ce soit des musées, le musée du CRBS à Saint-Louis, la visite de l'architecture coloniale dans la ville de Saint-Louis, la visite aussi du site industriel de l'usine des eaux de Bahana, mais aussi la folie du baron Roger, qui est un monument fabuleux à Richard Toll, les forts de Podor, les maisons de commerce du quai de Podor, mais également des sites naturels comme le fabuleux parc de Djoudj, le parc des oiseaux, qui est le 3e parc ornithologique au monde, avec un nichoir superbe qu'on a eu à visiter en balade avec les étudiants. Donc ceci est très important parce que ça nous permet de voir quelles sont les attractions touristiques qui existent au niveau du Sénégal en termes de patrimoine naturel et en termes de patrimoine culturel. Et ça permet aux étudiants de visu de voir quel est l'état de ce potentiel-là, parce qu'on a eu à constater une dégradation de ce patrimoine dans certaines localités, mais aussi des mesures de restauration qui ont été prises dans d'autres localités, notamment à Saint-Louis. Et nous pensons que cela va être encouragé parce que nous avons des sites formidables au niveau du Sénégal et c'est important que les étudiants se rendent compte de ce potentiel et qu'on puisse voir quels seraient les moyens utilisés pour quand même qu'on puisse valoriser ce patrimoine. Les avantages de ce circuit est que nous avions pu donc mettre en exercice ce qu'on a vu en classe, c'est-à-dire qu'en classe on nous parlait des potentiels touristiques du pays, notamment le nord, aussi des attraits touristiques et aussi le paysage. Et donc ce circuit nous a permis de voir et de savoir ce qui englobe donc le nord, à savoir les sites visités, les musées, les parcs, et aussi le beau paysage qu'a Richard Toll et aussi les villages qu'entourent Saint-Louis. Nous sommes venus ici à Saint-Louis, nous avons vécu, nous avons vu. Qu'est-ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qu'on a vu? Ceci qui nous a permis non seulement d'avoir un peu d'aperçu dans le milieu où nous sommes, c'est-à-dire en management des produits touristiques et de loisirs. Ce circuit a une dimension didactique, mais aussi a une dimension ludique. Quelle est la dimension didactique de ce circuit? Ce circuit nous a permis non seulement d'avoir l'idée selon laquelle au bout de 2 ans, quand nous sortons de l'ISEP, de pouvoir mener nos propres projets. Quels sont les projets que nous devons mener? Ces projets, il s'agit à savoir de réflexionner surtout les sites dont nous avons visité tout à l'heure et l'ensemble des sites que nous avons visités. Et maintenant, les autres difficultés positives rencontrées et qui n'ont pas été tenues compte pendant la préparation, parce que méconnaissant le terrain. Mais cette méconnaissance du terrain a finalement enrichi alors les apprenants au point maintenant qu'ils savent que les grandes lignes dans l'organisation d'un circuit peuvent être tracées, mais alors les petites difficultés qui vont intervenir ne sont pas alors toujours à prendre en compte d'une façon particulière, mais ne pourront pas également aussi enfreindre la bonne marche alors du circuit. Les filières touristiques doivent favoriser l'auto-emploi et il y a suffisamment de sites à inventorier, à valoriser, à mettre en tourisme et à mettre en marché et qui pourraient intéresser des publics très différents, que ce soit une clientèle locale ou bien une clientèle internationale, vu que souvent aussi les sites qu'on a eu à visiter ont été en rapport avec la colonisation et on sait que ce système a mis à contribution aussi bien l'Afrique, le Sénégal, que l'Europe, que l'Amérique aussi, mais aussi que ça peut intéresser la diaspora ou bien des Français qui ont eu une souche au niveau du Sénégal.
Donc ce sont des pistes à explorer. Mais ce qui est le plus important, c'est que les apprenants constatent le potentiel qui existe au niveau du Sénégal et qui est énorme et qui est insuffisamment valorisé et qui peut nous valoir énormément de revenus et de sources d'emploi. Les apprenants ont beaucoup appris. Même moi qui étais un accompagnant sur le côté administratif et financier, j'ai beaucoup appris. Parce que sans vous le cacher, j'ai beaucoup découvert. Et je n'ai jamais mis le pied, par exemple, au parc de Djoudj. Et les sites que je viens de citer, donc c'est extraordinaire. Donc c'est un circuit vraiment intéressant. Et donc la leçon que nous pourrons tirer de ce voyage, de ce circuit, c'est de dire aux Sénégalais que beaucoup de choses se passent dans ce pays-là et que les gens ignorent. Il faut que vraiment les gens quittent leur lieu là où ils sont et entrer dans le fin fond du Sénégal pour voir exactement ce que les gens aillent chercher à l'intérieur des autres pays. Mais ça se trouve, des choses beaucoup plus intéressantes se trouvent dans ce pays-là. Maintenant, il est temps que les gens se réveillent et de montrer l'espoir au reste du monde que le Sénégal détient quelque chose d'extraordinaire. Bon, en tant que technicienne supérieure en management des produits touristiques et des loisirs, je lance aux jeunes de pouvoir de s'approprier de notre patrimoine parce que nous, le Sénégal, c'est un bon pays. On n'a pas à chercher ailleurs. Nous, tout ce qu'on veut, on l'a. Donc le Sénégal renferme d'énormes potentialités qui pourraient participer au développement du tourisme. Et c'est à nous, les jeunes, c'est-à-dire les techniciens supérieurs en management des produits touristiques, de développer ces sites et d'y participer à leur réhabilitation. L'avantage de cette visite, c'est cette visite nous a permis d'avoir un peu d'aperçu dans le métier où nous sommes, c'est-à-dire en management des produits touristiques et de loisirs. Cela va nous permettre, au bout de 2 ans, en tant que futur technicien supérieur, de pouvoir valoriser ces liens en incluant notre propre projet, surtout concernant la réhabilitation de certains lieux. Il s'agit ainsi de pouvoir vendre la destination du Sénégal. Au niveau de la Petite Côte, qui s'occupe de l'aménagement du littoral de façon générale. Mais il y a un aménagement culturel à faire au niveau des sites culturels et ça n'a pas été fait. D'abord, faire en sorte qu'on puisse accéder à ces sites parce que vous avez vu que c'est très difficile pour le moment de visiter les mosquées omariennes parce que la piste est très défectueuse. L'accès aussi au parc de Djoudj est assez difficile. Donc il y a un problème d'accessibilité des sites qu'il faut résoudre. En plus, restaurer les bâtiments, les monuments, les réhabiliter s'il le faut pour qu'ils puissent y avoir une activité, mais en même temps faire en sorte que la population s'implique et que les acteurs du tourisme exploitent ces niches-là qui jusqu'à présent sont méconnus par les acteurs du tourisme. Et cela nécessite que les enseignants en tourisme, les chercheurs, les spécialistes du patrimoine puissent travailler ensemble avec les acteurs du tourisme pour qu'on puisse développer ces sites-là qui peuvent nous valoir beaucoup de choses. Maintenant, pour les apprenants, je leur dirais vraiment dans leur rapport de ne rien oublier et de mettre à profit, n'est-ce pas, ce voyage-là, n'est-ce pas, dans le futur. Parce qu'ils sont appelés, pour certains, dans peu de temps, à aller maintenant dans le monde du travail. Pour d'autres, l'année prochaine. Donc c'est le moment aussi par rapport à ce circuit de tirer les leçons et de voir exactement vraiment qu'est-ce que ce circuit peut apporter de positif dans leur insertion. Vraiment, c'est une voie pour parler d'un Sénégal émergent. Parce que pour un Sénégal émergent, nous avons besoin de l'agriculture pour se développer, d'où l'exploitation agricole. Nous avons aussi besoin de technologie de l'information, c'est-à-dire la filière système et réseau informatique. Mais aussi après ça, nous avons besoin des appareils multimédia pour relancer et pour diffuser les informations correctement. Après ça, nous avons besoin aussi de la circulation des biens et services, les métiers du rail. Et après tous ces aspects-là, nous avons besoin
de vendre notre pays de la filière tourisme et loisirs. Et donc ensemble, le travail continue. Vive l'ISEP, vive le tourisme. Je profite de cette occasion pour remercier monsieur le directeur de l'ISEP, tous ceux qui nous ont accompagnés, particulièrement notre responsable de filière M. Ba, M. Khan aussi et M. Ndiaye. Et ainsi l'ensemble des étudiants, des apprenants qui étaient là, particulièrement ceux de la première et de la deuxième année. De remercier l'ISEP, je pense que c'est une excellente initiative que d'organiser ce circuit, cette caravane. J'espère que les moyens vont encore être multipliés en logistique pour permettre aux étudiants d'effectuer les circuits dans d'excellentes conditions. C'est déjà une excellente initiative que nous encourageons et nous pensons que c'est comme ça qu'on va s'approprier notre pays et qu'on va pouvoir vendre la destination Sénégal. Donc vraiment voilà les quelques mots que je voulais dire en résumé par rapport à ce circuit, tout en remerciant les enseignants qui ont eu vraiment cette idée en commençant par le responsable de la filière, M. Elhadji Malick Ba, M. Khan, vraiment le professeur aussi des apprenants. Ils n'ont ménagé aucun effort, n'est-ce pas, pour la réussite de ce circuit. Vous aussi, M. Dia, qui venez de sortir, qui est un nouveau sortant de l'école, un produit de l'école, vous aussi, vous n'avez ménagé aucun effort pour que vraiment ce circuit reste dans les annales, n'est-ce pas, de l'ISEP. C'est extrêmement important que les apprenants de tourisme alors fassent le terrain, découvrent les réalités du terrain, et cela pourra être chez eux un déclic pour conceptualiser des circuits similaires. C'est pour cela que c'est extrêmement important. Et là également, nous n'oublions pas à encourager alors, la direction, particulièrement le directeur, le professeur Fatignan, président de l'ISEP, qui n'a ménagé aucun effort pour la réalisation du circuit. Et encore là, M. Diab, je vous dis que vraiment, nous sommes très satisfaits alors, de tout ce qui a été fait du début jusqu'à la fin alors, du circuit. Maman Khadija Bay, Masajono, Masajono, Masajono. Naaj bu tàng bi yaa ngi yëngu sa njaay di yaakaar sa borom